Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 10 destinations originales en Europe pour lesquelles on n'a pas encore trop d'afflux de touristes. Tout du moins c'est l'impression que j'en ai quand je tourne un petit peu sur les réseaux sociaux. Et c'est des destinations que je rêve de faire ou que j'ai adoré faire parce que certaines d'entre elles ont été déjà visitées par moi-même il y a quelques mois ou quelques années et j'ai adoré. Donc sans plus attendre, passons au vif du sujet. Pour toutes les personnes qui sont un petit peu fans de la Croatie, de cette vibes Game of Thrones, sachez que vous pouvez tout à fait retrouver le même esprit dans les villes au Monténégro. Notamment à Kotor. Il me semble d'ailleurs que des scènes du film ont été tournées dans cette ville. En tout cas, ça a l'air absolument dingue. Le Monténégro se trouve à peine 2 petites heures de route de Dubrovnik. Donc si tu es en Croatie et que tu veux profiter d'une petite semaine par exemple au Monténégro, c'est parfait, tu peux faire une pierre deux coups. Mais bien évidemment, il n'y a pas que Kotor à voir au Monténégro, tu peux y passer toute une semaine sans aucun problème, voire même deux si tu es du genre un petit peu aventurier et que tu veux voir absolument tout ce qu'il y a à faire au Monténégro. On a des vieilles villes magnifiques, on a des parcs nationaux, des rivières, des canyons qui ont l'air extraordinaires. Je te mets la petite liste juste ici des choses à ne pas manquer. Et si tu souhaites savoir quand t'y rendre, forcément l'été est la meilleure période pour pouvoir en profiter, donc je dirais de mai jusqu'à octobre. Concernant le Monténégro et la plupart des destinations d'ailleurs que je vais présenter dans cette liste, je te conseille quand même fortement de louer une voiture. Sache que ça arrive très fréquemment que les gens louent une voiture depuis la Croatie et vont jusqu'au Monténégro, ou encore de te rendre au Monténégro directement en avion et de louer une voiture sur place. Ce sera beaucoup plus simple que de faire ça en transport en commun. La deuxième destination que j'aimerais beaucoup faire et que je trouvais pas encore trop touristique, ou tout du moins j'ai pas vraiment l'impression que beaucoup de gens s'y intéressent, c'est Chypre. Chypre c'est une toute petite île juste à côté de la Turquie. Sachez d'ailleurs qu'elle est divisée en deux techniquement, il y a une partie qui est Chypre mais il y a une autre partie qui appartient toujours à la Turquie. On y trouve des plages magnifiques avec des eaux turquoises, le temps y est excellent. On y trouve des ruines de l'art romantique, beaucoup d'histoires, des superbes sources d'eau où on peut se baigner, enfin bref, Chypre a l'air d'avoir énormément de choses à offrir. Avec les compagnies low cost depuis plusieurs aéroports belges ou encore français, il est assez facile de s'y rendre à moindre coût et ça c'est toujours un petit plus. Bon, pas pour moi, étant donné que Ryanair a déserté mon aéroport. Pour pouvoir profiter de Chypre, je te conseillerais au moins de passer une semaine sur place, et si tu veux profiter d'un petit peu plus de moments farniente, peut-être une semaine supplémentaire. En tout cas, je pense qu'une semaine est largement suffisante pour pouvoir visiter ce qu'il y a à voir. Et encore une fois, parmi les choses qu'il y a à voir, je te mets tout simplement une liste ici, je pense que c'est beaucoup plus simple et tu n'as plus qu'à screen. Étant donné que Chypre est bien plus au sud que le reste des îles européennes, je dirais que de avril à juin, tu peux profiter d'une très chouette météo. Concernant juillet-août, moi j'aime pas trop les fortes chaleurs, donc forcément ce serait pas le moment où personnellement j'irais, surtout qu'en plus c'est la période touristiquement la plus haute, mais ça c'est tout à chacun, donc ça reste une période où tu peux t'y rendre si tu le souhaites. Ou alors de septembre à novembre, parce que encore une fois, touristiquement ce sera un petit peu moins bondé et les températures restent tout à fait agréables. Concernant Chypre, je te conseille également le fait de louer une voiture parce que pour te déplacer ce sera quand même beaucoup plus simple, surtout si tu comptes aller voir les différents points de vue, les différentes plages ou encore les différents lieux touristiques. Troisième destination de cette liste, les îles Féroé. Alors pour le coup tu me diras oui, il y a des destinations là-dedans qui sont pas très cheap. Alors on est d'accord, les îles Féroé c'est clairement pas une destination pas chère parce que c'est très compliqué de s'y rendre. J'en suis totalement consciente. Mais c'est clairement une destination que je rêve de faire et les paysages ont l'air totalement incroyables. C'est une destination qui est pas très prisée des touristes et forcément étant donné qu'elle est très difficile d'accès, ça rend un petit peu le côté touristique un peu complexe. Mais justement si tu veux une destination un petit peu originale qui sort du lot et que tout le monde ne fait pas, je pense que les îles Féroé est la destination parfaite. Les îles Féroé ce sont des îles danoises, donc forcément si tu veux t'y rendre plus facilement, il faudra passer par le Danemark. La manière la plus simple est tout simplement de prendre un vol jusqu'à Copenhague et ensuite de Copenhague de te rendre aux îles Féroé. Pour les billets d'avion, généralement on est aux alentours de 200 à 300 €. J'ai envie de dire c'est la moyenne. Avec un petit peu de chance, si tu arrives à mixer ça avec des billets low cost comme Ryanair ou Wizz Air, il y a moyen de s'en tirer pour 150 €. J'ai déjà pu voir ce genre de combo. Attention cependant, quand tu mixes deux compagnies aériennes totalement différentes et notamment des compagnies low cost, il y a de fortes chances que lorsqu'un des vols soit annulé, tu ne sois pas remboursé ou tu n'aies pas la possibilité d'annuler le vol de l'autre compagnie. Donc ça c'est toujours quelque chose sur lequel il faut faire attention. Donc quand tu réserves, pense notamment par exemple
exemple à prendre une assurance annulation ou alors des billets modifiables, donc ça peut te coûter légèrement plus cher. Mais je pense qu'en se renseignant un minimum et en prenant les billets très à l'avance, j'ai déjà pu voir en ce qui me concerne des billets aux alentours de 150-200 euros. C'est juste qu'il faut bien calculer son coût et de préférence partir en semaine. Concernant la liste des choses à ne pas rater, encore une fois, je te mets ma petite bucket list, c'est cadeau. Mais les îles Féroé, c'est une destination qui est majoritairement faite pour les fans de paysages, hein, bien évidemment, quand bien même tu trouves quelques musées très intéressants, notamment sur tout ce qui est viking, histoire naturelle. Je pense que tu n'y vas clairement pas pour les fans d'architecture, hein, c'est pas forcément la destination mère. Même s'il y a des petits villages qui ont énormément de charme, c'est pas forcément une ville telle que Rome, Venise, avec une architecture assez spéciale. Mais pour les grands fans de randonnée, de nature, franchement, je pense que c'est une destination à faire au moins une fois dans sa vie. Et puis alors pour les grands fans aussi de grand soleil, très clairement, je pense pas que les îles Féroé, ce sera vraiment l'endroit où tu auras énormément de soleil. Donc il va falloir prévoir l'équipement, chaud de préférence et contre la pluie. Mais franchement, pour avoir des aussi beaux paysages, moi je suis prêt à affronter tous les temps. Concernant le temps sur place, je te conseille d'y rester au moins une semaine, ça c'est sûr et certain. Déjà avec les temps de transport, bah forcément, si tu dois faire une escale à Copenhague, rester un week-end, c'est pas trop faisable. Mais au moins ça te permet aussi de faire une petite escale à Copenhague et pourquoi pas de profiter d'une petite visite de la capitale danoise. Moi je dis encore une fois, une pierre deux coups. On adore ce genre de situation. Mais après franchement, 7 à 10 jours c'est pas mal pour visiter les îles. Et par contre il faudra absolument prévoir la location d'une voiture dans ce voyage parce que forcément sans voiture c'est un peu complexe. Concernant les périodes pour se rendre aux îles Féroé, bah forcément je te conseille l'été, hein, c'est là où tu as le plus de chances d'avoir du beau temps, donc de préférence de juin à septembre. Quatrième destination de ce top 10, l'Italie, mais plus particulièrement le sud de l'Italie et la région de Calabre. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on n'entend jamais parler de cette région. J'ai toujours l'impression qu'on se rue vers les Cinq Terres, la Toscane, Rome, la région de Lombardie avec tout ce qui est lac de Côme, etc. La côte amalfitaine, bien évidemment. Parfois les Pouilles, mais encore, c'est pas trop apprécié. La Sicile aussi, mais alors Calabre, pas du tout. Alors que franchement, j'ai pu voir pas mal de choses qui ont l'air assez intéressantes, et puis j'ai des amis bien évidemment qui vont dans cette région parce qu'ils sont italiens et qui m'ont fait les éloges de cette région, à quel point c'était beau, et puis alors le fait bien évidemment qu'il n'y avait pas énormément de touristes, donc forcément c'était beaucoup plus agréable l'été. Je me suis un petit peu renseignée et en effet ça a l'air vachement joli, donc je me suis dit bah pourquoi pas l'ajouter justement dans cette liste. Quand s'y rendre, bah, je dirais de mai jusqu'à octobre, hein, c'est le sud de l'Italie donc généralement il fait assez beau, je dirais même à partir d'avril si t'es pas trop fan de grande chaleur, il y a déjà moyen d'avoir un agréable voyage avec de très jolies météos. Juillet et août c'est forcément toujours un petit peu les périodes de l'année que je conseille le moins parce que c'est là où il y a les plus grosses températures, donc c'est pas forcément le plus agréable. Concernant le temps à y passer, je dirais 1 à 2 semaines, en fait ça va totalement dépendre de votre bucket list. Je pense qu'il y a énormément de choses à voir et à faire, ça dépend aussi de ce que tu veux faire en tant que vacancier. Est-ce que tu es là pour profiter de la plage pendant toute une semaine et ne rien faire d'autre, ou est-ce que tu es là uniquement pour voir des villes? Bon, c'est un petit peu tout à chacun. Je pense qu'il y a suffisamment de choses que pour y passer 2 semaines, ça c'est sûr et certain. Tout dépendra de ton emploi du temps, de la liste de choses que tu veux faire et ensuite bah, tout simplement du type de voyage que tu souhaites faire. En tout cas, il y a l'air d'avoir énormément de villes extrêmement sympas, il y a l'air d'avoir des parcs naturels aussi qui sont très jolis à voir, ou encore des plages qui sont très sympathiques. Il y a notamment l'île de Dino, il y a la ville de Silla, Tropea, enfin bref, il y a toute une liste. Encore une fois, je la mets à l'écran parce que c'est beaucoup plus simple. À toi ensuite à aller faire ta petite recherche sur Google Maps pour pouvoir voir ce qui te plaît le plus et ce qui rentre dans ton road trip. Alors, Matera n'est pas tout à fait techniquement à Calabre, mais c'est pas très loin et Matera j'ai vraiment très envie de voir, donc je l'ajoute dans la liste parce que comme ça voilà, vous pouvez voir à quel point Matera c'est joli et franchement j'aimerais vraiment beaucoup y aller, donc je l'ajoute, je me permets, je l'ajoute. Mais voilà, c'est une région d'Italie qui a l'air vraiment très sympathique à visiter. Quelques petits villages côtiers qui me rappellent fortement un petit peu la côte amalfitaine, Cinq Terre, etc. Bon, un petit peu dans l'esprit, hein, c'est pas tout à fait le copier-coller des Cinq Terres, mais je me dis voilà, pourquoi pas, si tu veux vraiment profiter de l'esprit côte amalfitaine, Cinq Terre, petit village côtier italien, sans pour autant devoir payer les prix aux Cinq Terre et à la côte amalfitaine, parce qu'on n'en parle pas des prix, mais franchement c'est abusé. Mais dis-toi qu'il y a d'autres petits villages sympas que tu peux visiter à moindre coût en Italie et qui ont le même esprit. Alors 5e destination du coup c'est 3 pays, désolé mais je les mets tous les 3 ensemble parce qu'en soi si tu veux faire un road trip c'est 3 pays qui vont parfaitement ensemble. Tu peux passer toute une semaine et visiter les 3 capitales principales, donc Vilnius, Tallinn et Riga. Si je les mets dans l'ordre techniquement c'est Vilnius, Riga, Tallinn hein, parce que
Riga est au milieu. Tu peux en profiter pour faire d'autres petites choses telles que Trakai ou encore Jurmala qui sont dans les alentours des capitales lettonnes et lituaniennes. Je pense que j'ai déjà expliqué moult et moult fois à quel point j'aime les pays baltes et j'aime les pays de l'Est, mais c'est parce que c'est une destination qui est pas chère, c'est des destinations qui sont extrêmement jolies, qui sont pas encore trop prisées des touristes, donc c'est hyper agréable d'y être parce que t'es vraiment totalement dépaysé. Les gens sont super sympas. Non, on ne volera pas vos organes parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui mais c'est hyper dangereux. Alors j'ai jamais eu aucun problème de sécurité dans les pays baltes. Bien évidemment l'insécurité est partout, hein. Tu peux te faire agresser dans les rues à Paris, tu peux te faire agresser en Allemagne, tu peux te faire agresser dans ta petite campagne en Belgique, donc voilà, je pars du principe où il faut être prudent partout, mais selon moi t'as pas plus de chances de te faire agresser dans les pays de l'Est que ailleurs. Mais en tout cas, les pays baltes pour moi c'est une destination qu'il faut absolument découvrir avant qu'elle soit assaillie par les touristes. J'ai d'ailleurs fait un vlog sur Riga il y a pas très longtemps et un guide d'ailleurs à ce sujet. La vidéo sera en barre d'infos si ça t'intéresse, mais c'est une ville qui est absolument sublime et que je ne peux que conseiller de visiter, et Tallinn et Vilnius sont pas tout à fait dans le même style parce que Tallinn est beaucoup plus médiéval alors que Vilnius est beaucoup plus dans tout ce qui est art baroque. Enfin c'est vraiment tout un mélange de courants artistiques au niveau de la ville de Vilnius, donc c'est vraiment totalement différent. Riga est totalement basé sur l'art nouveau, enfin bref. C'est vraiment tout un mélange et je trouve que ces trois pays méritent d'être visités. Bien évidemment il y a plein d'autres choses à voir dans ces pays autres que les capitales, il y a énormément de choses. Il y a des villes, il y a des parcs nationaux, il y a vraiment de très jolis paysages à voir. Mais disons que si tu veux commencer juste par les capitales, c'est tout à fait possible. Elles sont reliées entre elles par des bus express, ça prend que quelques heures, le système est super bien rodé, moi c'est comme ça en tout cas que j'ai visité les différentes villes. Ça coûte absolument pas cher et ça c'est toujours un gros plus. Et franchement en une semaine de temps, il n'y a aucun problème, tu peux visiter les trois capitales principales ainsi que Trakai et Jurmala sans aucun souci. Et si tu es encore ultra efficace, tu peux même peut-être pousser et faire une journée à Helsinki avec l'aller-retour avec le ferry entre Tallinn et la capitale finlandaise. Donc franchement c'est 4 destinations en un, que demander de plus. Il y a notamment plein d'informations sur le blog à ce sujet, enfin bref, si tu veux des informations sur les pays de l'Est, je pense que si tu cherches bien, que ce soit sur cette chaîne ou que ce soit sur le blog, tu trouveras, n'hésite pas aussi à m'écrire, hein, je serai toujours très ravie de répondre à tes questions. Et concernant le moment de l'année où s'y rendre, je te conseille bien évidemment de t'y rendre en été parce que étant donné que c'est quand même assez au nord, forcément les météos en hiver sont très froides, hein. Moi j'ai eu des hivers à moins 27 parce que j'ai vécu à Riga pour les gens qui ne sauraient pas. Voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle cette destination me tient tant à cœur. Mais en tout cas, si je devais te conseiller une période en particulier, je dirais de mai jusqu'à septembre. L'île de Skye, c'est une petite île à l'ouest de l'Écosse. En fait, ça fait partie de la région écossaise, hein, tout simplement. Et on y trouve des paysages tout simplement incroyables. C'est une destination que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Pour te rendre dans l'île de Skye, bien évidemment, il faudra d'abord te rendre jusqu'en Écosse, hein, donc le mieux c'est de prendre l'avion jusqu'à Glasgow ou Édimbourg. Personnellement, je conseillerais plutôt Édimbourg parce que je trouve que Édimbourg a l'air plus joli. Bon, techniquement, j'en ai fait que Édimbourg, j'ai pas fait Glasgow, donc qui suis-je pour parler? Mais c'est surtout l'avis que beaucoup de gens ont, c'est que Édimbourg est plus joli que Glasgow. Mais pour avoir fait Édimbourg, franchement c'est très joli, donc je confirme. Édimbourg c'est vraiment cool. En tout cas, peu importe si tu arrives à Édimbourg ou à Glasgow, le temps de trajet entre ces deux villes et l'île de Skye est quasiment équivalent. Pour pouvoir te rendre jusqu'à l'île de Skye, bien évidemment je te conseillerais de louer une voiture, c'est ce qu'il y a de plus simple parce que sinon ce sera un petit peu compliqué et il faudra compter environ 5 heures de route. Et attention, en Angleterre on conduit de l'autre côté. C'est très perturbant au début mais vous verrez, au final il y a tout qui est bien indiqué, c'est marqué toujours en grand sur les routes, genre s'il vous plaît, dans l'autre sens, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'Européens qui viennent rouler sur leur route et qui ne comprennent rien à la sécurité routière. Parmi les choses qu'il faut voir, encore une fois, je te mets une petite liste à l'écran, ce sera beaucoup plus simple que de les citer un par un, parce que parfois je cite plein de trucs et les gens me disent tu peux écrire en commentaire s'il te plaît, donc je mets à l'écran. Mais en tout cas, on y trouve énormément de châteaux, on y trouve énormément de côtes, on y trouve énormément de montagnes, de paysages à foison, et puis alors, surtout, des petites vaches. Et moi, si je vais en Écosse, j'espère au moins voir des vaches, des poneys et des moutons, parce que si je ne vois pas ça, moi pour moi le voyage ne s'est pas bien passé, tu vois. On y profite également pour aller boire du whisky, pour les grands fans d'alcool, hein, parce que oui, Talisker,
c'est là-bas. On y trouve des cascades également, des rivières, enfin bref, je pense que si tu es fan de nature, tu ne pourras pas t'ennuyer dans l'île de Skye. Et concernant le temps à y passer sur place, je dirais qu'il faut au moins 4 jours rien que pour l'île de Skye, ce qui te laisse, si tu pars toute une semaine, un petit peu de temps pour visiter soit Glasgow, soit Édimbourg, donc c'est pas trop mal, tout en sachant qu'en plus il faudra quand même prévoir le temps de trajet entre la ville principale et bien évidemment l'île de Skye. Donc franchement, tout en un, j'ai envie de dire, le voyage, donc l'arrivée en avion, la visite de la ville, plus le trajet jusqu'à l'île de Skye et la visite de l'île, une semaine, ça me paraît très bien. Et concernant le climat, bon bien évidemment c'est l'Écosse, hein, donc faut pas falloir s'attendre à avoir des températures extrêmement chaudes ou encore du très très beau temps toute l'année. Bon voilà, c'est un peu complexe. Donc je te conseillerais quand même de privilégier les mois de juin à septembre, hein, qui représentent quand même les mois d'été. C'est là où les températures seront les plus hautes. Cependant, d'après le pluviomètre, j'ai pu voir que les mois les plus secs étaient de avril à juillet. Voilà. Si par contre tu crains la pluie, c'est ces mois-là qu'il faudra privilégier. Septième destination, et encore une destination que j'adore et que j'ai fait et que j'aimerais beaucoup refaire, ce sont les Açores. Les Açores, c'est une destination que j'ai déjà présentée sur cette chaîne et c'est clairement, je pense, le plus beau voyage que j'ai fait. Ça va la Polynésie et ça va le Japon, comme quoi. Mais enfin bref, les Açores, ça reste pour moi une destination incroyable. Ça reste des paysages totalement fous. Vous avez des lacs, vous avez des cascades, vous avez des montagnes, vous avez la mer. Parfois, j'ai vraiment l'impression que les paysages étaient un peu irréels. On mangeait ultra bien. Bon, par contre, les villes, l'architecture des villes n'était pas ultra intéressante, ça se ressemblait beaucoup partout, donc bon, ça c'est un petit peu le petit hic des Açores. Mais franchement, si t'es un fan de nature, c'est incroyable, il y a énormément de sources chaudes étant donné que les Açores sont des îles volcaniques. Donc si tu veux en voir plus, bien évidemment, la vidéo est déjà disponible, donc je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Un guide est également disponible et il y a plein d'articles sur le blog qui sont également dispo pour les Açores, notamment sur les logements et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, si tu veux plus d'infos, tout sera là-bas et tout sera en description. Et c'est vrai que quand tu parles des Açores, c'est pas encore, je trouve, très touristique. Déjà parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vols directs, ou tout du moins à l'époque en tout cas il n'y en avait pas du tout, fallait absolument passer par Lisbonne pour pouvoir aller jusqu'aux Açores. C'est des vols qui coûtent un tout petit peu plus cher bien évidemment, donc c'est toujours, bon faut dépenser un petit peu plus de 150 € pour y aller, donc déjà il y a beaucoup de gens qui sont freinés par ça, mais franchement faut pas être freiné par ça. Déjà si t'arrives à cumuler 2 vols Ryanair, ça c'est la technique du rat, mais moi j'ai fait un vol Ryanair jusqu'à Lisbonne, les vols à 5 €, les promos tu sais, genre un vol aller, un vol retour gratuit de chez Ryanair, mais t'en profites, hein, voilà, donc j'ai pris un vol jusqu'à Lisbonne en Ryanair et puis ensuite j'ai pris un deuxième vol Ryanair de Lisbonne jusqu'à Ponta Delgada. C'est clairement la technique de rat pour aller jusqu'aux Açores, pas cher, donc franchement, foncez sur cette technique. Aujourd'hui vraisemblablement, il y a Transavia qui fait des vols directs depuis Paris jusqu'à Ponta Delgada et également il y a Brussels Airlines qui dessert également Ponta Delgada en direct depuis Bruxelles du coup. Mais franchement, les Açores, je trouve pas encore que c'est assailli trop par les touristes, notamment parce qu'ils font de l'écotourisme, mais ils sont sur du tourisme responsable, donc ils essayent de limiter un maximum les vols touristiques, ce qui est vraiment cool, hein, parce que encore une fois, le tourisme de masse détruit quand même beaucoup, donc on essaye d'éviter. On peut voir des baleines aussi aux Açores, des dauphins, il y a une faune et une flore incroyable là-bas. Je ne sais même pas quel argument avancer pour te convaincre d'y aller, tout y est. C'est une destination qui franchement coûte encore pas très cher. Par contre, il faudra louer une voiture sur place pour pouvoir te déplacer sur l'île parce que sinon c'est quand même assez compliqué. Techniquement, tu peux y aller toute l'année étant donné qu'à chaque moment de l'année tu pourras voir des animaux différents, tu pourras voir des fleurs différentes, sauf si bien évidemment tu comptes te baigner, là il faudra privilégier les mois d'été étant donné que ça reste l'Atlantique, hein, c'est quand même assez froid au niveau de la mer, donc pour forcément te baigner en hiver c'est pas ouf. Nous on était allés en avril pendant les vacances de Pâques et franchement on avait eu du beau temps, mais bon j'ai envie de dire c'est le climat des Açores, il fait jamais très très froid, il fait jamais très très chaud, je pense que les températures maximum c'est 25 degrés. Ce n'est pas une destination, clairement tu y vas pour pouvoir faire la crêpe sur la plage, non c'est une destination rando, c'est une destination plaisir, c'est une destination découverte. Quand bien même tu peux passer pas mal de temps dans les sources chaudes, je dois avouer, pour moi les Açores c'est clairement une destination coup de cœur et je ne peux que te conseiller d'y aller. Pour moi il faut minimum une semaine pour pouvoir visiter l'île de San Miguel qui est l'île principale et ensuite il y a plein d'autres petites îles parce que les Açores c'est en fait un archipel et pour visiter les autres petites îles il faudra compter 1 à 2 semaines supplémentaires en fonction encore une fois du type de voyage que tu veux, si tu veux faire ça un petit peu en mode rando, un petit peu Pepsi ou un petit peu en mode chill, croisière, tout ça. Et en plus les Açores, franchement si tu rêves d'aller à Hawaï et que t'as pas les moyens, clairement les Açores c'est un petit Hawaï européen à lui tout seul. Ou Zakynthos,
J'ai pas fait de grec, hein, je m'excuse. Peut-être que tu as pu le voir sur Instagram, ils ont fait quelques promotions avec quelques gros influenceurs français notamment et avec la compagnie Transavia plus précisément pour pouvoir promouvoir le reel. Et je dois avouer qu'avant qu'ils fassent de la promotion, c'était un petit peu inconnu au bataillon en ce qui me concerne. Alors que franchement ça a l'air vachement sympa, il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire, il y a des petites falaises qui font grandement penser à des paysages balinais, moi je trouve en tout cas. Tu profites du bon temps, tu profites des plages avec des eaux cristallines, tu profites bien évidemment de toute la gastronomie grecque et ça c'est formidable. Et puis en plus pour avoir un petit peu regardé, les prix sont vachement plus abordables que des îles comme les Cyclades. Enfin, ça dépend où dans les Cyclades, hein. Bon forcément si tu compares ça avec Santorin et Mykonos, ça ne peut être que moins cher. On y trouve des chouettes villages, on y trouve des plages magnifiques, des petites collines, enfin bref, il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire. Donc encore une fois, je te mets la petite liste des choses à ne pas manquer là-bas. Concernant la période pour s'y rendre, je te conseille d'y aller entre mai et octobre, c'est clairement là où tu auras la meilleure météo. Et concernant le temps sur place, d'après mes petites recherches, il est conseillé d'y passer une bonne semaine. La Roumanie, c'est une destination que j'ai envie de faire depuis très longtemps, surtout depuis que ma copine Romane en a parlé sur sa chaîne YouTube. C'est un pays qui me fait très envie parce que déjà les châteaux, hein, une grande fan de châteaux bien évidemment, c'est sur ma liste. Il y a quand même aussi pas mal de villes qui ont l'air extrêmement mignonnes. Je suis une grande fan des pays de l'Est, c'est un pays qui coûte pas cher. Bref, ça coche pas mal de choses sur ma liste qui en font déjà un pays qui m'intéresse beaucoup. C'est une destination qui est facilement disponible avec des compagnies low cost, donc pour toutes les personnes qui ont un petit budget, c'est parfait. Il faudra cependant prévoir une voiture de location parce que forcément pour se déplacer c'est tout de suite beaucoup plus facile. Mais étant donné que le coût de la vie sur place est vraiment très peu élevé, je pense pas que ça fasse un très gros trou dans vos dépenses. Encore une fois, je vous mets une petite liste des choses à faire absolument sur place et si vous voulez plus d'informations, sachez que Romane de la chaîne Éléphant Voyageur a fait toute une vidéo, je dirais même plusieurs vidéos là-dessus, donc vous pouvez grandement aller voir sa chaîne. Il y a plein d'informations intéressantes là-dessus à ne pas manquer. Concernant le temps à passer sur place, je dirais minimum une semaine pour pouvoir voir, j'ai envie de dire, les incontournables, mais personnellement j'aimerais y passer 2 semaines parce que je sais qu'il y a quelques endroits supplémentaires qui sont un petit peu plus éloignés que j'aimerais beaucoup faire, notamment certains monastères et notamment certains parcs naturels. Et concernant la période, je dirais de avril à octobre pour avoir du beau temps, même si j'avoue que prolonger ça au mois de novembre pour avoir un petit peu cet esprit moody automne, voilà, propre à l'esprit un petit peu Dracula, Halloween, pourquoi pas. Alors pour autant, Prague c'est une destination qui est connue, reconnue et très appréciée des touristes, ça je pense que j'ai plus besoin de la présenter, c'est sûr et certain. Cependant, la République tchèque, pour le reste du pays, inconnu au bataillon. J'ai dit aux gens que je partais faire un road trip en République tchèque et les gens étaient là en mode pourquoi ? Pourquoi faire? Mais en fait, il y a plein de choses à voir en République tchèque. Déjà, il y a beaucoup de châteaux, donc encore une fois, en bonne fan de châteaux, voilà, c'est clairement l'un des endroits en Europe où il y a le plus de châteaux au niveau concentration, au niveau kilomètre carré, il me semble, donc clairement, c'est un pays à faire. Mais c'est surtout que les villes sont extrêmement jolies. Il y a des villes balnéaires, telles que Karlovy Vary par exemple, qui est très agréable. On peut même d'ailleurs boire l'eau des sources. Par contre, c'est pas très bon, je dois avouer. Pour avoir goûté, c'est un petit peu spécial, mais pourquoi pas. Il paraît que ça t'apporte gloire... gloire... Ça t'apporte la gloire. Fortune, gloire et pouvoir, pas du tout. Il paraît que ça t'apporte la santé, donc pour l'instant je dois avouer que j'en ai bu et j'ai pas forcément une meilleure santé qu'avant, mais bon, peut-être j'en ai pas bu assez. Mais en tout cas, l'année passée je me suis rendue en République tchèque juste pour un petit week-end et pour visiter 2-3 endroits là-bas et je dois avouer que je n'ai pas du tout été déçue et que j'ai très hâte d'y retourner. D'ailleurs si tu veux voir la vidéo à ce sujet, encore une fois, je la mettrai en barre d'infos parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Outre ce qu'il y a dans cette vidéo, je te mets encore une fois ma petite bucket list de choses que je ne veux pas manquer en République tchèque. Mais il y a quand même énormément de choses, que ce soit au niveau des châteaux, des parcs naturels, des villes. Il n'y a pas que Prague en République tchèque. Et encore une fois, je pense que c'est une destination qui est bien trop sous-cotée. J'ai jamais entendu de gens qui se disent « Ah, je vais aller faire un road trip en République tchèque ». Autant la Slovénie aujourd'hui, c'est devenu un petit peu, j'ai envie de dire, la mode. La Croatie aussi, c'est un petit peu devenu à la mode, mais les gars, vous oubliez la République tchèque? C'est incroyable la République tchèque, genre pourquoi? La Pologne aussi, la Pologne ça devient de plus en plus à la mode, mais genre pourquoi vous oubliez la République tchèque? Bon ok, j'avoue, c'est qu'à 3 heures de chez moi, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour moi de parler, mais franchement, quand bien même tu n'habites pas à Francfort, tu n'as qu'à arriver à Prague, il y a pas mal de compagnies low cost qui desservent Prague depuis beaucoup d'aéroports français, belges et suisses, et puis ensuite il suffit de prendre une voiture de location et de faire le tour. Et franchement, encore une fois, la vie en République tchèque elle coûte
pas si cher que ça. Je trouve que l'un dans l'autre, il y a moyen de faire un très joli road trip qui sort des sentiers battus, donc franchement c'est une destination à creuser. Concernant le temps à passer sur place, je dirais au moins une semaine en évitant Prague, parce que si tu ajoutes Prague dans la liste, il faudrait au moins y passer 2, ça c'est sûr et certain. Et concernant la période pour s'y rendre, bah forcément l'été étant la meilleure période pour pouvoir visiter, je trouve que les chaleurs ne sont pas encore trop fortes, parce que bon ça reste le centre de l'Europe, donc pourquoi pas l'été, en plus c'est pas encore trop touristique non plus. Cela dit, l'automne est extrêmement photogénique, donc forcément si tu veux y aller en automne, je ne peux que te le conseiller. Le seul petit hic, c'est que pour y être allé en automne, c'est clairement la saison touristique basse, et donc du coup il y a beaucoup de choses qui en semaine sont fermées, comme par exemple les châteaux. Donc du coup si tu comptes faire tout un road trip sur une semaine, bah ça rend la chose un petit peu complexe quoi. Ou alors il faut tout visiter de l'extérieur. Bon, pour les villes ça va, mais par exemple pour les châteaux un peu perdus dans la campagne, là c'est clairement pas possible. Donc voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère que tu auras pu découvrir de nouvelles destinations avec ce petit top 10, ou peut-être te faire redécouvrir des destinations que tu aurais potentiellement oubliées. En tout cas, j'ai encore plein d'autres destinations auxquelles je pense que je n'ai pas pu mettre dans cette liste, parce que sinon cette vidéo aurait été bien trop longue. Mais en tout cas, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, parce que je serais très contente de refaire une partie 2 à cette vidéo et faire encore 10 destinations originales à voir en Europe, ou peut-être ailleurs dans le monde en fait, parce que pour l'instant je me focus sur l'Europe parce que c'est économiquement plus accessible pour tout le monde, mais en vrai j'ai plein d'autres destinations un peu partout dans le monde, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me le dire, je ferai ça avec plaisir. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Ciao.